Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Depuis maintenant quelques années, la NASA et la DARPA travaillent sur un nouveau projet de propulsion nucléaire thermique dénommé DRACO. Un démonstrateur doit être mis au point d'ici 2 à 3 ans pour être testé en orbite. La NASA travaillait déjà sur la propulsion nucléaire thermique dans les années 60. Ce sont cependant des efforts qui n'ont jusqu'ici jamais abouti. Malgré toutes ces promesses, la propulsion nucléaire thermique s'accompagne d'un immense défi technique et de risques considérables en cas d'incident lors des lancements. Si elle renaît aujourd'hui, c'est parce que d'importants progrès ont été réalisés ces dernières décennies dans le génie des matériaux et les méthodes de fabrication. Cela s'accompagne d'une sûreté accrue de certains lanceurs. La Falcon 9 est devenue le lanceur le plus fiable de l'histoire. On peut donc aujourd'hui raisonnablement espérer exploiter la propulsion nucléaire dans l'espace sans courir de grands risques lors du lancement. L'énergie nucléaire a cependant d'autres usages que la propulsion dans l'espace. Elle peut aussi servir à produire de l'électricité pour un satellite, une sonde partant loin dans le système solaire ou une base habitée. Sur ce plan aussi, la NASA, mais également la Russie et la Chine entreprennent des développements importants. Les bases qu'on nous promet à la surface de la Lune pour la prochaine décennie auront donc de bonnes chances d'être alimentées par de petits réacteurs nucléaires. Regardons aujourd'hui à quoi ceci pourrait ressembler. Utiliser un réacteur nucléaire comme source d'électricité dans l'espace n'est bien entendu pas une idée nouvelle. Cela a même été mis en pratique au cours de la guerre froide, notamment sur une série de satellites espions soviétiques. Le recours à l'énergie nucléaire engendre cependant des risques qui peuvent être considérables. Un des satellites nucléaires soviétiques, Cosmos 954, a ainsi réalisé une rentrée atmosphérique au-dessus du Canada en 1978, dispersant des matériaux radioactifs sur plus de 100 000 km². Un tel usage en orbite autour de la Terre fait donc prendre beaucoup de risques pour peu de gains. Il reste en effet très simple d'exploiter de simples panneaux solaires pour alimenter nos satellites. En revanche, lorsqu'on se place à la surface de la Lune, l'équation change. Notre satellite tourne très lentement sur lui-même. Il suit un très long cycle jour-nuit, avec des journées de 14 jours terrestres suivies d'une période d'obscurité tout aussi longue. Lorsqu'on souhaite installer des opérations durables sur notre satellite, les panneaux solaires deviennent donc une option beaucoup moins séduisante. À l'heure où le monde entier a les yeux rivés vers la Lune, avec l'objectif d'y renvoyer des êtres humains et d'y déployer des bases semi-permanentes, la question de l'énergie prend une place centrale. Comment passer un mois sur la Lune s'il n'y aura de l'énergie que pendant 14 jours ? C'est dans ce cas de figure que l'énergie nucléaire s'impose comme une solution évidente. Un réacteur nucléaire basé sur la Lune n'a aucune chance de faire une rentrée atmosphérique. Une fois lancé, il ne représente plus aucun risque pour la Terre. Les bénéfices qu'il apporte sont cependant immenses comparés à l'alternative des panneaux solaires. Ces deux facteurs semblent rendre les réacteurs nucléaires lunaires presque inévitables dans un futur relativement proche. C'est dans ce cadre que la NASA a commencé à travailler sur le programme Kilopower en 2015. 3 ans plus tard, un prototype dénommé Krusty avait été déployé et testé au sol. Il regroupe les technologies clés qui devraient rendre la création d'un mini-réacteur nucléaire pour la Lune possible. Krusty est un tout petit réacteur de 134 kg. Il fait un peu moins de 2 mètres de haut et contient 28 kg d'uranium-235. Ses concepteurs insistent sur son extrême simplicité. C'est ce qui leur a permis de valider l'expérience en moins de 3 ans avec un budget de 20 millions de dollars. Le cœur du réacteur est solide et d'une seule pièce. Il n'y a donc pas de barre de combustible à manipuler. Dans tout le réacteur, il n'y a qu'une seule pièce mobile, une barre de carbure de bord qui sert à contrôler la réaction. Elle sert d'absorbeur de neutrons. Poussée au fond du réacteur, elle le met à l'arrêt. Si elle est en revanche extraite du cœur, elle laisse la réaction en chaîne s'exprimer à pleine puissance. La puissance thermique, elle, du système est faible et c'est ce qui fait sa force. Il n'y a quasiment pas besoin d'entretien. Les matériaux subissent très peu d'usure. Passé la phase de mise en route, Krusty aurait pu fonctionner pendant 10 ans sans que personne ne se penche sur lui.
Ce petit réacteur peut produire une puissance thermique de 5 kW. Bien entendu, c'est sa production électrique qui intéresse la NASA. Pour ça, le réacteur est intégré dans un système plus complexe. Il comprend des caloducs, un système de conversion électrique et des radiateurs. Les caloducs sont au nombre de 8, ils sont intégrés à leur base au bloc d'uranium et sont conçus en Haynes 230, un alliage complexe capable de tenir des hautes températures. Leur paroi fait 0,9 mm et ils sont remplis de sodium liquide pour améliorer leur conductivité thermique. Leur rôle est de transporter la chaleur depuis le cœur du réacteur jusqu'à des moteurs Stirling qui peuvent la convertir en électricité. Chaque caloduc débouche sur un moteur Stirling indépendant. De cette manière, la boucle de production d'électricité est redondante 8 fois et peut fonctionner même en cas de dégâts sur plusieurs caloducs ou moteurs Stirling. Il faudrait qu'au moins 3 couples caloducs Stirling adjacents soient endommagés pour réduire la puissance électrique totale du réacteur de 50%. En fonctionnement, Krusty peut produire une puissance électrique de 1 kW. C'est peu, à peine de quoi lancer une bouilloire, mais il faut le comparer aux alternatives possibles dans l'espace. Le seul moyen d'exploiter l'énergie nucléaire dans l'espace profond repose actuellement sur les RTG. Ces systèmes au plutonium-238 sont fiables mais très peu puissants. Ce ne sont pas des réacteurs à proprement parler, et ils offrent des puissances très inférieures, de l'ordre de quelques dizaines de watts. En comparaison, avoir une source tout aussi fiable capable de produire 1 kW fait rêver n'importe quel concepteur de charge utile. Sur Krusty, seul 20% de la chaleur est convertie en énergie électrique, et il faut donc évacuer le reste. D'autres caloducs sont reliés à la partie froide des moteurs Stirling, ils sont cette fois-ci en titane et remplis d'eau. Ils transportent la chaleur résiduelle vers de grands panneaux de radiateurs en composite de carbone. C'est eux qui donnent la silhouette de parasol qu'on peut voir sur certaines illustrations de la NASA. L'ensemble est très simple, peu cher, mais encore un peu juste pour une utilisation dans l'espace. Krusty restera donc une démonstration de technologie. Pour passer à l'étape suivante, la NASA a contacté des entreprises privées. Elles vont s'inspirer des travaux réalisés dans le cadre du programme Kilopower pour concevoir des réacteurs plus puissants, capables par exemple d'alimenter une base sur la Lune. Ce nouveau programme s'appelle Fission Surface Power. Il doit déboucher sur un réacteur de 40 kW électrique suffisamment puissant pour alimenter les supports de vie d'une base lunaire puis martienne. Le réacteur et ses systèmes vont donc gagner en masse. La NASA souhaite les contenir dans une enveloppe de 6 tonnes pour qu'ils puissent tenir sur un atterrisseur lourd type Blue Moon ou Starship. Il doit aussi être transportable à la surface, ce qui nous donne une idée des capacités d'un futur rover lunaire lourd. Il ne doit pas produire plus de 0,05 sieverts de radiation par an, en excès du rayonnement naturel à la surface de la Lune à une distance d'1 km. Sa puissance doit être pilotable de 0 à 100%, et il doit pouvoir fonctionner 10 ans sans entretien. La NASA annonce également qu'elle préférerait des puissances supérieures si un acteur parvient à les produire en respectant les autres contraintes du cahier des charges. On pourrait donc avoir un réacteur de 50 à 100 kW électriques, de quoi démultiplier les capacités d'action d'une base. Le transport entre le site d'atterrissage et le site d'opération ne se fera probablement pas d'une traite. 6 tonnes, c'est bien trop lourd pour un rover. Le centre de recherche Glenn de la NASA nous donne cependant une piste. Ils ont conçu un design qui tient dans 3 palettes. Une pour le réacteur, les systèmes de conversion électrique, les radiateurs et la batterie de démarrage. Une pour les systèmes de contrôle des moteurs Stirling, une bobine, d'autres radiateurs et 50 mètres de câbles. Et la dernière pour accueillir un convertisseur de tension, une autre bobine, les derniers radiateurs et 1 km de câble. Le design répond d'ailleurs au cahier des charges de Surface Fission Power. Ce nouveau réacteur sera certainement lui aussi d'un seul bloc, avec très peu de pièces mobiles par impératif de fiabilité. Il sera parcouru de caloducs pour extraire la chaleur, mais les moteurs Stirling pourraient laisser place à des convertisseurs Brayton, un type de moteur thermique qui pourrait avoir de gros avantages pour les applications spatiales. La NASA a pour le moment sélectionné 3 consortiums qui vont lui proposer des designs. L'objectif est d'avoir un premier réacteur prêt sur un pas de tir au début des années 2030, ce qui va venir rapidement. La sélection du ou des concepts gagnants aura lieu bien avant ça, normalement dès cette année. Ce sera peut-être l'occasion de revisiter le projet dans un autre dossier. À ces efforts, il faut ajouter ceux de la Chine et de la Russie. Les deux pays travaillent conjointement sur un réacteur nucléaire à destination de la surface lunaire.
L'objectif serait de le déployer entre 2033 et 2035. Enfin, l'agence spatiale du Royaume-Uni a contacté Rolls-Royce pour concevoir un mini-réacteur dédié aux activités spatiales. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi en France aussi, on vient de voir la création de Framatome Space. En tant que nation avec une forte compétence dans le spatial et une forte compétence dans le nucléaire, l'Hexagone serait idéalement positionné pour avancer sur ces sujets. Qui sait, on en reparlera peut-être bientôt sur la chaîne. Voilà qui nous amène au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans une vidéo espace commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.